Bonsoir à tous, bienvenue à SOS Parents, un programme pour vous parents ainsi que pour ceux qui participent au quotidien de nos adolescents. Comme vous le savez, les parents sont pour leurs enfants les premiers et les plus importants pédagogues. Le Cameroun célébrait la semaine dernière la jeunesse. Ce soir, SOS Parents braque les projecteurs sur cette jeunesse camerounaise qui a donc un ensemble de défis à relever en tant que fer de lance de la nation, face aux problèmes auxquels elle fait face, entre autres le chômage, le sous-emploi, diagnostic et surtout pistes de solutions durables avec nos invités. Les convulsions chez l'enfant, comment s'y prendre? Éléments de réponse dans notre rubrique mots d'enfant, ce sera aux environs de 21h35. Et puis en fin d'émission, nous prendrons le cri de cœur d'un parent désemparé. La jeunesse camerounaise reste confrontée à une kyrielle de problèmes sur le plan politique, social et économique. Pour en parler ce soir, nous recevons M. Niem Jean-Patrick. Bonsoir M. Niem. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de DBS Télévision. Bonsoir à tous les Camerounais. Vous allez bien ce soir? Très bien. Vous êtes le directeur de la Bourse internationale de l'excellence du Cameroun. Vous êtes également coach éducatif. En quoi consiste ce programme, la Bourse internationale du Cameroun? La Bourse internationale de l'excellence du Cameroun est un programme d'encadrement et de prévention au risque des effets parapsychologiques dus à la consommation des stupéfiants et autres dérives sociales, de l'orientation scolaire et socio-professionnelle et de l'éducation personnelle de l'individu. Ensemble, ici, il est question d'apporter à un enfant, dès son entrée dans un établissement d'enseignement secondaire, les valeurs morales, les valeurs d'éthique, lui permettant ainsi de pouvoir développer son propre potentiel pour enfin donner des réponses exactes sur sa vie scolaire. Selon vous, quels sont les problèmes de la jeunesse camerounaise? Les problèmes de la jeunesse camerounaise, de manière particulière ou de manière générale. Bref, peut-être j'ai eu cette chance par le passé de connaître un peu le Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Jusqu'ici, moi j'ai pu le dire, et ça je peux le défendre parce que c'est ce que je pense. Les jeunes au Cameroun n'ont pas de problème. Le véritable problème du jeune Camerounais, c'est lui-même d'abord. Il est logé dans l'éducation, certes, mais nous avons tout aujourd'hui à notre disposition pour pouvoir décoller, pour pouvoir ignorer qu'on a des problèmes. Le problème, il est général. Nous décrions des mêmes faits chaque jour, nous disons des mêmes choses chaque jour, mais passons un peu à l'action. Que le jeune comprenne que voilà, j'ai été à l'école, mais si avant on n'a pas pu me dire que voilà, le fait de se lever chaque matin aller à l'école n'est pas gage d'une réussite, ben, que je mette un peu de côté, c'est ce que nous appelons en psychologie mettre de côté sa zone de confort. Hein? Que je sorte un peu de ma zone de confort et que je fasse quelque chose qui en principe peut m'accompagner dans mon processus. Donc, il est à lui de voir que voilà, j'ai une licence, ben, que je la mette d'abord de côté. Qu'est-ce qui m'est utile? Comment est-ce que je peux trouver l'emploi? Ok, si on ne m'a pas employé, qu'est-ce que je dois devenir? Est-ce que continuellement je devrais demander l'argent de baigner à la maison ou d'aller chercher l'argent de baigner moi-même? Voilà un ensemble de questions en principe lesquelles on devrait se poser et se mettre sur le chantier. Et ce sont les questions qui sont sur la table de SOS Parents ce soir. Colin Bikatad est avec nous. Bonsoir Colin. Bonsoir Adi. Vous avez une nouvelle paire de lunettes? Oui. C'est... comment est-ce que je vais dire? C'est comme en cours de malchance entre-temps. Donc, c'est... voilà, c'est par un coup de malchance. Je suis obligé, n'est-ce pas, d'en avoir peut-être toutes les 3 semaines. J'espère que celle-ci, nos téléspectateurs, n'est-ce pas, m'accepteront avec, bien qu'elle soit colorée pour un peu plus longtemps. Vous avez fait un reportage sur la jeunesse, vous avez capté plusieurs réactions. C'est un élément que vous avez réalisé avec le concours de Thierry Selanet, Eliane Ndene et Cyril Nanchouan. C'est le fer de lance de la nation, dit-on souvent, de la jeunesse. Une logique qui s'applique aussi bien entendu à celle du Cameroun. Avec ces acteurs combien incontournables de la société
Les pouvoirs publics ont signé des accords définissant les droits et devoirs de chaque partie. Les jeunes, d'une part, sont censés se conformer aux lois pour contribuer par leur mode de vie à la stabilité du pays. Bref, ils doivent s'assumer en tant que bons citoyens. Voilà une aspiration qui semble hors de prix. Si, pris dans l'ensemble, la jeunesse camerounaise est évaluée, l'incivisme à pignon sur rue, la tentation au gain facile est coriace, nombreux sont ceux qui, pour avoir renoncé à l'effort, trouvent refuge dans la rue et donc dans la toxicomanie. Le fléau prend de l'ampleur jusqu'à ce que soudain, les campus scolaires génèrent des ondes de psychose. Ils sont nombreux qui défraient la chronique des cas d'agression en milieu scolaire, orchestrés et exécutés par des élèves. Mais il est bien de réfléchir par 2 fois avant de jeter l'anathème sur cette jeunesse, d'autant plus que l'inquiétude devient plus grande lorsqu'on se penche sur l'autre partie contractante, les dirigeants. Dans l'ordre des promesses souvent faites aux jeunes, figure celle d'une égalité et de la sécurité économique. Le constat ici présenté par des jeunes n'est pas des plus élogieux. Les efforts des pouvoirs publics à travers les programmes d'insertion socio-économique de la classe juvénile à l'instar du PAGER-U, PIFMAS et autres PIACI semblent largement en dessous des attentes. Les expressions des jeunes, pour la plupart accrochés au mieux au secteur informel, n'en trouvent plus de solution à leurs problèmes auprès des gouvernants. Le problème pour eux, au contraire, c'est le gouvernement. Quand on parle des jeunes, quand on regarde les démunis, il y a les démunis partout. Prenons particulièrement les jeunes de Kouloulou, il n'y a pas d'emploi. Beaucoup sont là, il y a les bacheliers, il y a les gens qui ont le doctorat, mais il n'y a pas d'emploi. Tu te retrouves que la vie d'aujourd'hui au pays, ça ne donne pas. Le gouvernement n'a pas la possibilité de les intégrer. On se défend, mais nous avons fréquenté, mais nous n'avons pas un carnaval de travail qui reflète notre éducation. Donc, ce qui fait donc que la majorité des jeunes Camerounais se défendent seulement par ses propres forces. Nous n'avons pas une direction qui tende qui reflète l'éducation. Des plaintes sûrement légitimes pour le cas de ceux-là qui se battent en attendant de voir une amélioration de leur sort. Des incertitudes desquelles des jeunes voudraient sortir en recourant si souvent à des voyages périlleux vers la Méditerranée. Toutefois, c'est sur un autre ton que l'on va s'adresser à ceux qui demeurent dans des jérémiades en attendant un coup de bâton magique. Les problèmes des jeunes sont les jeunes même. Parce que la majorité des fois, les jeunes attendent toujours le gouvernement. Les jeunes ne savent pas qui peut chercher les choses à faire hors du gouvernement. Parce que pour moi, je pense que si tu es un jeune, tu peux chercher quoi faire en attendant que peut-être si le gouvernement me prend, oui. Mais les jeunes s'asseyent. C'est pourquoi il y a beaucoup de jeunes qui volent, il y a beaucoup de jeunes qui restent seulement dans les rues comme ça. La jeunesse camerounaise n'est pas faite que d'individus en quête de repères. Le temps est aussi de rendre un hommage à une kyrielle de jeunes qui se sont illustrés dans l'entrepreneuriat, le sport, le spectacle et bien plus. Bien qu'ils n'appartiennent pas à l'homme qui marche de conduire son propre pas, le respect des accords de la jeunesse d'une part et surtout des pouvoirs publics d'autre part pourrait contribuer à faire bouger des lignes. Merci d'être des nôtres sur DBS Télévision. C'était là le reportage de Colin Bécatal. Colin, sur le terrain, vous avez écouté les jeunes. Alors, à qui la faute? Eh bien, des responsabilités sont partagées. Bien sûr, on ne peut manquer de pointer du doigt au pouvoir public à qui incombe la responsabilité de créer des emplois pour ces jeunes qui vont à l'école. Ils vont à l'école nourrissant, bien entendu, l'espoir de se trouver un emploi. La responsabilité aussi au pouvoir public, d'autant plus qu'elle ne manque pas de faire des promesses à cette jeunesse, notamment en période électorale. Les jeunes ne sont pas des dupes. Lorsqu'on a fait une promesse, n'est-ce pas, ils n'oublient pas. Et puis, il ne manque pas de rappeler de ce que, bien voilà, nous avons choisi et puis aujourd'hui, nous sommes délaissés pour compte. La responsabilité incombe aussi aux jeunes. Parce que, voyez-vous, ils sont trop crédules. Il faut être trop crédule pour croire que ce sera par un coup de bâton magique des pouvoirs publics.
ont pris des initiatives, créé, comment je vais dire, ils ont créé ils ont pris des dispositions en fait pour que des jeunes, que ce soit en milieu rural ou alors en milieu urbain, puissent avoir des emplois. Mais nous sommes dans un système où la volonté à elle seule ne suffit pas. Ils ont de la volonté, ils prennent des initiatives, mais ce sera trop crédule de croire que les pouvoirs publics soient en mesure de résoudre tous ces problèmes. Et il y a aussi le fait de l'attitude des jeunes même. Ce sont des petits détails que ma foi négligeons, mais qui ne sont pas en la faveur de ces jeunes. Leur attitude, leur aspect. Nous avons vu dans le reportage n'est-ce pas, qu'il y avait une coiffure, je sais pas, peut-être un sapin de Noël qu'il traînait. Ce sont des petits détails très importants. Les jeunes aujourd'hui sont affublés, peut-être par découragement ou par phénomène de mode, mais il faut bien savoir que quelqu'un qui aspire à un emploi est d'abord évalué de par sa moralité. Il faut qu'il inspire confiance. Alors, mais un jeune, qu'il soit diplômé ou pas, mais qui ne se présente pas à la société, comme étant digne de confiance ou recommandable, ne peut pas espérer, n'est-ce pas, décrocher un emploi. Parce qu'on parle d'emploi, attention, il faut bien se rendre compte de ce que quelqu'un peut vouloir confier la gestion peut-être d'une épicerie à un jeune du quartier. Mais c'est lui qui se présente comme étant un voyou ne sera jamais sollicité, à mon avis, peut-être jamais, c'est peut-être un peu trop dire. Donc les jeunes eux-mêmes devraient faire une introspection, essayer un peu de faire une évaluation de leur moralité, essayer un peu de faire une évaluation de comment est-ce qu'ils se présentent à la société pour que celle-ci puisse lui faire suffisamment confiance. Et cesser de rêver, cesser de croire que parce que j'ai été diplômé, ça suffit pour que, par un coup de bâton, il faut que je puisse avoir de l'emploi. Réagir, sortir de sa torpeur, cette léthargie, et se dire, essayer de prendre des initiatives. Parce que c'est de 1 qu'on peut arriver à 2. On ne peut pas aspirer à améliorer son confort sans travailler. On ne peut pas, parce qu'on est diplômé, penser que on va partir de là pour pouvoir décrocher un si gros lot. Il faut être dans la disposition. La jeune fille dans le reportage le relevait. D'abord, dans la disposition de travailler. C'est ce qui manque aux jeunes. Ils veulent travailler, mais ils ne se mettent pas dans la disposition de travailler. Alors, la responsabilité au pouvoir public, qui ont ce devoir et qui font des promesses qu'ils n'arrivent pas à tenir, mais aux jeunes aussi, qui devraient être un peu plus réalistes dans la recherche et l'attente, n'est-ce pas, de cet emploi. Vous avez évoqué une solution dans votre reportage que se proposent ces jeunes, à savoir aller voir ailleurs. On parle de l'immigration. Qu'en est-il? Oui, immigration surtout clandestine. Les jeunes veulent partir mordicus. Ils veulent partir, disent-ils, pour échapper à la récession que connaît l'Afrique noire. Ils n'ont pas tort, ça nous l'avons déjà relevé. C'est-à-dire le malaise est à peine voilé, mais pourtant réel. Je reviens encore à ce qu'a dit la jeune fille. Est-ce que c'est vraiment la solution? Parce que nous savons, pour ceux qui y sont allés, en sont revenus. Quand ils ont eu la chance de revenir, ils font comprendre que le trajet n'est pas aussi facile que ça. Voyez-vous, toute la peine qu'on se donne à vouloir franchir, à traverser le désert et tout autre, peut-être des humiliations en chemin, c'est-à-dire tout ce risque-là, nous contactons, n'implorant que les yeux de la chance, et puis allant armer. Vraiment, je vais dire quoi? D'une mauvaise moralité. On dit l'aventure, ça veut dire qu'il faut réussir à la mesure de toute éventualité. On sait très bien que ceux qui, entre guillemets, réussissent ne nous disent pas ce qu'ils ont fait en chemin. Je ne dis pas que toutes les réussites reposent essentiellement sur ce qui n'est pas bien, mais on sait dans la plupart du temps que c'est la somme de beaucoup de compromis, n'est-ce pas, qui ont conduit certains à ce qui semble être une réussite. Par contre, si au lieu forcément d'envisager ce départ, quelqu'un se disait avec l'énergie que je vais dépenser, je me propose de faire quelque chose. Au secteur informel, ces jeunes que nous avons pris ici au marché central, ce n'est pas ce qu'ils auraient voulu, mais je suis sûr, j'en suis persuadé, il y en a qui se taillent une part de responsabilité dans la société. Il y en a qui s'occupent d'eux, qui s'occupent de leur petite famille, ainsi de suite. Ça vaut la peine. Je ne suis pas contre je ne suis pas contre l'immigration. Non, attention. Mais je dis, ceux qui pensent que la réussite est plutôt de l'autre côté, mais misant sur des voies qui ne sont pas, ma foi,
bonnes, des voix qui frisent le suicide. Très bien, qui frisent le suicide. Merci, très bien. Je ne pense pas que ce soit la solution idéale. Il faut se battre, prendre de petites initiatives, rester humble aussi, ça compte. Ça manque aux jeunes. Il faut être humble, avoir accepté sa condition et travailler pour pouvoir l'améliorer progressivement. Alors, la voie d'immigration clandestine, sincèrement, c'est celle qui prévaut aujourd'hui. Hein. La plupart des filles, on croyait que c'était la part des garçons. Mais des filles, aujourd'hui, quand elles s'asseyent, ce sont ces petits plans qu'elles échafaudent. Comment est-ce que je vais partir, ainsi de suite. Pour ma part, je ne pense pas que ce soit une voie que je puisse conseiller aux jeunes gens. C'est dur, mais ils peuvent se battre en attendant de voir si les pouvoirs publics peuvent répondre éventuellement à leur appel. Voilà. Merci Colombe Catal, une fois de plus avec Verbe et Moto. Vous avez planté le décor de cette émission. À la semaine prochaine. Non, bien sûr, si Dieu le veut, à la semaine prochaine. Monsieur Niem, vous êtes sûrement d'avis avec la dernière intervenante. Colombe Catal l'a souligné tout à l'heure que le problème des jeunes, ce sont les jeunes eux-mêmes, réduits à l'oisiveté, la part du gain facile, le grand banditisme. Oui, c'est tout cet ensemble. Le problème du jeune, j'insiste encore, c'est le jeune lui-même. Nous sommes livrés au tabagisme, à la sexualité pécrose, à l'alcoolisme, à la facilité, au détriment de tout ce que nous devrons acquérir au quotidien comme valeur. Au point où, quand bien même viendrait à ce que l'un d'entre nous puisse vouloir s'échapper du lot, il devient plutôt la cible à abattre. Ne nous méprenons pas. Ne prenez pas un risque de trouver 5-6 jeunes autour d'une bouteille de whisky et sembler venir donner une leçon par là. C'est pas possible. N'essayez même pas. Ce que nous sommes en train de décrire là n'est que résultat d'une certaine disparition. Qu'est-ce qui a disparu? La morale. Mais Monsieur Niam, je voulais en venir. Ces jeunes-là, tout se construit au niveau de la base. Est-ce que ça ne remet pas un peu en question l'encadrement des parents? Quand nous rappelons aux parents qu'il est le premier responsable de la perdition du Cameroun, le parent accuse le gouvernement. Mais si nous devons recadrer les choses, le véritable responsable de la destruction du Cameroun aujourd'hui, c'est la démission totale du parent de sa mission. Le bon éducateur, le premier éducateur, c'est le parent. C'est peut-être l'occasion de rappeler aux parents ici que l'enfant n'apprend pas par ce qu'on lui dit. L'enfant apprend par ce qu'il voit. Si vous avez un enfant à la maison et que vous passez du temps à médire du voisin, des grands-parents, de la belle famille, rassurez-vous, vous êtes en train d'inculquer ces valeurs à cet enfant, bien que par les mots vous allez croire vous-même, parce que vous allez vous tromper en disant non, je vais dire à mon enfant ne fais pas ça, rentre. Vous avez l'enfant dans la voiture. Sur le chemin, vous éclaboussez quelqu'un. Et vous dites, ya. Vous continuez. L'enfant a enregistré. Ce n'est pas ce que vous allez lui dire après qui compte. C'est le geste qu'il a vu qui compte. Donc, que le parent reprenne ses responsabilités. Nous sommes tous d'accord, c'est dur. Il faut chercher, il faut aller chercher pour revenir nourrir la famille. Mais, chers parents, prenez 1 heure de temps. Ça ne demande pas beaucoup, hein, parce que l'affection même là qu'on demande chaque jour. Les gens peuvent croire qu'on a dit que non. Arrêtez-vous de midi à 14 h, causer avec l'enfant. Non. Vous-même, quand vous étiez rentré de l'école, pour la première fois quand vous y avez posé pied, vous étiez content de savoir qu'on vous porte à main et qu'on vous pose la question, qu'est-ce que la maîtresse a dit? Bien entendu. Alors, quand ceci peut manquer à un enfant, mais il comprendra que ça ne vaut pas la peine d'écouter la maîtresse parce qu'il n'a compte à rendre à personne. Il n'a pas de rapport à donner à quelqu'un. Mais du moment où il sait qu'il faut que je sois attentif,
Parce que de retour à la maison, maman va me poser la question, qu'est-ce que la maîtresse a dit? Et il faudra que je lui dise quelque chose. Cet enfant va s'atteler, il va se concentrer, il va suivre. Pour un peu peut-être clôturer dans cette partie, à l'époque quand nous on était enfants, à l'école, il y avait le mot maître. Aujourd'hui, vous avez dit que non, comme vous êtes venu de rentrer de Sorbonne, il faut que vous ajustez. Le maître est devenu instituteur. Attention, quel impact le mot instituteur a sur un enfant de 8 ans? Un maître, on sait que c'est un maître. Un maître, on le suit, on ne débat pas. Madame Romaine Bissen Efouba nous a rejoint. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes conseiller d'orientation, psychologue du développement et consultante en éducation spécialisée. Le nombre de jeunes hautement qualifiés, madame Efouba, mais sans perspective d'emploi, s'accroît de jour en jour dans notre société. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Je dirais les causes sont un peu multiples. Je vais d'abord embrayer le pas à M. Niem tout à l'heure. J'ai apprécié son discours, l'interpellation des parents. Si nos jeunes se retrouvent beaucoup plus non entreprenants, c'est parce que les parents ne suivent pas. Les parents recherchent le gain quotidien et oublient l'éducation. L'école est là pour instruire et non éduquer. Maintenant, la question du sous-emploi est due au fait que, remarquons que le monde a évolué, mais l'école, le système éducatif camerounais n'a pas évolué. Dès la base, par exemple, nos aïeux, nos grands-parents et ceux-ci, ils allaient à l'école ayant déjà un cursus d'insertion professionnelle. Et cette façon de fonctionner-là n'a pas changé dans notre système éducatif. On continue d'inculquer à nos enfants qu'après l'école, tu seras inséré comme cadre dans l'administration, peu importe ceux qui sont dans l'enseignement technique ou dans l'enseignement général. D'un autre côté, on a la professionnalisation de nos enseignements n'est pas effective. Nous allions beaucoup de théorie que de pratique dans les enseignements. Et ce qui fait en sorte que l'enfant, quand il sort, il a un diplôme, mais il ne se sent pas prêt à affronter le monde de l'emploi parce que le monde de l'emploi, lui, il évolue. Il n'attend pas que tu sortes avec ton diplôme. Il évolue, il change. Pourtant, toi, tu es resté statique. Donc, mais madame Efouba, est-ce que cela ne remet pas un peu au goût du jour les problèmes? Vous parlez de la formation. Cela dit, les jeunes ne sont pas efficacement préparés pour affronter le marché de l'emploi qui est évolutif. Oui, les jeunes ne sont pas préparés parce que, comme je l'ai si bien dit dans mon discours précédent, il y a un problème dans notre système éducatif, un problème de fond. Nous ne motivons pas la construction, je vais utiliser des termes techniques, la construction du projet professionnel. L'enfant, quand il va à l'école pourquoi? On ne lui pose pas cette question-là. Il ne grandit pas avec une idée. Il ne grandit pas avec un métier dans la tête qu'il veut exercer. Ce qui fait en sorte qu'il va juste à l'école. Certains vont à l'école juste pour avoir des diplômes. Et maintenant, quand tu as fini tes études, tu ne sais même pas si cette filière-là que tu as choisie au niveau de tes études a des débouchés porteurs. Si elle est même encore sur le marché de l'emploi, si tu seras recruté. Donc, il y a un problème de montage et de suivi du projet professionnel dans notre système éducatif pour nos enfants. Vous êtes au contact de ces jeunes au quotidien. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils vous suivent? Vous prêchez, quel est le langage que vous leur prêchez? Nous leur prêchons l'entrepreneuriat. Mais avec quels moyens? Les moyens ne suivent pas. Ça, c'est ce que je voulais dire. Les moyens ne suivent pas parce que le système éducatif est encore focalisé. Beaucoup de théorie, peu de pratique. Comment est-ce qu'on va mener l'entrepreneuriat sans pratique? C'est pas facile.
Monsieur Niem, le gouvernement a pris plusieurs initiatives en faveur de la jeunesse à travers des programmes d'accompagnement visant à faciliter leur insertion socio-économique. Ces programmes sont-ils véritablement connus des jeunes eux-mêmes? La question demeure et le problème demeure. Nous avons de manière générale dans l'ensemble du pays le système curatif. Le Camerounais attend réparer. Le Camerounais ne sensibilise pas. C'est-à-dire, pas de prévention. Jusqu'ici, je pense même qu'il y a des institutions qui ont été créées au Cameroun et c'est après la création qu'on s'est mis à écrire les textes qui devraient régir l'institution. Beaucoup de programmes sont créés en faveur des jeunes. Le dernier en date de 2016 sur, je crois, décret du président de la République qui crée le programme spécial triennal jeune. Le président venait de nous faire un rapport sur ce programme quelques temps après. Et dans ce rapport, il y a une dépense de 15 milliards. Par contre, le programme triennal spécial jeune, si j'ai bonne souvenance, avait 102 milliards. Je pense que je ne me trompe pas. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les jeunes n'ont même pas de projet. Et je suis content de savoir qu'aujourd'hui, je suis en train de discuter, bref, je suis sur le même plateau avec une technicienne de la chose. Parce que je vous ai précédemment dit ici que le conseiller d'orientation, en principe, aujourd'hui à l'école, devrait se prendre la position du policier de l'élève. Il doit défendre l'élève. Mais est-ce qu'il a les moyens de le faire? Point d'interrogation. Vous venez de suivre les réserves que venait d'émettre madame. Vous comprenez que ce n'est pas elle le problème. Ce n'est pas le conseiller d'orientation le problème. C'est celui qui forme le conseiller d'orientation et qui doit lui doter des moyens pour exercer ce pourquoi il a été formé le problème. Non. Il est question, pour un premier temps, de former les hommes selon un besoin. Jusqu'ici, les jeunes ne sont pas préparés. Tout à l'heure, quand le reportage passait, je vous ai donné, par exemple, je vous ai montré un prototype des jeunes à qui, en principe, on devrait donner de l'argent. Alors, il y a des programmes logés au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Mais n'allez pas loin, sortez là dehors, posez à un jeune la question simple. C'est quoi le Conseil national de la jeunesse du Cameroun? Madame, si vous aurez en retour ici 20 réponses sur plus de 5000 jeunes rencontrés, peut-être je pourrais enlever B sur mon nom. Monsieur Niem, est-ce a dit que le gouvernement fait des mauvais choix? Bon, je pense que le gouvernement et les hommes, c'est deux choses. Les hommes qui incarnent ce gouvernement, pour beaucoup jusqu'ici, ne comprennent juste pas la politique du chef de l'État. Parce que je pense, M. Paul Biya a eu de très bonnes orientations, mais autour de lui, les gens n'ont pas assez compris quelle était sa politique. Généralement, je me demande si nous suivons ce discours pour réellement comprendre ce qu'il veut nous passer comme message, ou nous écoutons pour animer la galerie. Si je m'en tiens ne serait-ce que à ce dernier du 10 février 2021, le message revient. Le chef de l'État demande aux jeunes Camerounais de prendre leur destin en main. Mais comment allons-nous prendre notre destin en main? Voici des vraies questions que nous devrions nous poser et se mettre sur le terrain. Alors, quand je prends par exemple l'initiative de lancer au Cameroun un programme d'encadrement et de prévention des jeunes, des adolescents scolarisés, ça c'est sans moyens. Ça, il faut que je vous le dise. Je dis bien sans moyens. Je n'avais même pas 5 francs. Je pense que ce jour-là, quand j'avais fait le bilan de tout ce que j'avais chez moi, j'avais pris une photo. Je n'avais pas 10 000. Alors, si chacun de nous, chaque jeune, devrait batailler pour que quelque chose soit, madame venait de le dire, notre budget le plus grand passe dans les forats.
On organise un forum aujourd'hui, on sort un thème. On vient, on s'assoit, on débat, les gens déchargent, l'argent est parti, chacun rentre, croiser les mains. Pas de restructuration. Plus de discours que de réalisation. Voilà. Madame Efouba, la jeunesse peine à trouver des repères. Les jeunes, sinon une frange, a perdu confiance à son système politique. Est-ce une jeunesse mal comprise ou qui a mal d'expression? Une jeunesse mal comprise, une jeunesse en mal d'expression. Je dirais que je prendrais la deuxième hypothèse. Une jeunesse en mal d'expression. Parce que la jeunesse aujourd'hui, moi je dirais, elle est laxiste. Elle a peur, elle n'a pas le goût du risque. Parce qu'il faut oser. Dans d'autres cieux, on ose. C'est pourquoi on évolue. On cherche. Mais si vous ne vous exprimez pas, vous voulez qu'on vous écoute, qu'on écoute vos cris, mais vous n'exprimez rien dans vos cris. Madame Efouba, est-ce qu'on leur a donné les moyens pour oser? Les moyens sont là. Nous avons tout dans notre environnement. Tout, je dis bien tout. Si par exemple, j'ai une licence en psychologie, ou alors, bon, je vais laisser le domaine de psychologie pour éviter l'amalgame. J'ai une licence professionnelle en action, communication commerciale. Qu'est-ce que je peux faire avec? Je ne vais pas attendre être inséré dans une grande société, une grande boîte comme Chococam avant d'agir. Je peux commencer par la vente des chiots, par exemple. Je peux monter une entreprise comme celle-là et devenir riche avec le temps. Mais Madame Efouba, pour montrer cette entreprise, il faut avoir quelque chose à la base. Justement, j'achète un chiot. Il faut des moyens pour le faire. Le chiot, on peut même me l'offrir. Mais quel est le jeune qui va accepter mener même une telle activité ayant une licence professionnelle en poche? Je continue de dire que notre système éducatif n'a pas évolué. Pourtant, le monde, lui, il a évolué. Et la faute, c'est parce que notre système éducatif montre à nos jeunes que pour la réussite sociale passe par l'insertion dans une administration. Et avec un gros salaire, un salaire conséquent. Selon vous, Madame Efouba, qu'est-ce qu'il faut faire pour renverser cette tendance? Qu'est-ce qu'on devrait ajuster au niveau du système éducatif? On devrait ajuster un certain nombre de choses. Je dirais déjà créer des cliniques d'orientation. Ces cliniques d'orientation-là vont travailler sur des cursus d'insertion professionnelle. Ça signifie, avant, on va éliminer, parce qu'il y a plein de filières au Cameroun qui ne valent pas la peine et qui noient nos jeunes. Plein de filières, moi je les appelle des professions littérales, je ne vais même pas dire littéraires, surtout les filières des sciences humaines. Les entreprises et l'économie n'ont pas tellement besoin de ça. On ne les recherche pas. Donc, que ces cliniques d'orientation-là servent à pouvoir éliminer ces spécialités-là qui ne conduisent pas à une profession challengeable. Maintenant, en dehors des cliniques d'orientation, que le gouvernement prenne la peine d'éduquer l'enfant à l'entrepreneuriat. Moi, j'ai ma petite fille à la maison qui me dit qu'elle veut être banquière. Elle fait le CM2. Mais en tant que conseiller d'orientation, je vous assure, je voudrais bien l'encourager parce que je connais déjà, elle a un projet professionnel. Mais comment pouvoir lui montrer cela pour qu'elle puisse grandir avec cela et que cela crée en elle beaucoup plus de motivation. Et c'est ça qui manque à notre jeunesse. On peut bien avoir un projet, mais comment est-ce qu'on peut le faire grandir à notre enfant? Comment l'implémenter? Donc, que le ministère de l'enseignement secondaire, le ministère de l'éducation de base, s'associe au ministère de la formation professionnelle, au ministère de la jeunesse, au ministère des petites et moyennes entreprises pour déjà créer des stages à ces petits enfants-là, afin que la jeunesse de demain soit plus compétitive.
Le dynamisme de certains jeunes Camerounais en matière d'entrepreneuriat quand même n'est plus à démontrer. Mais malgré cela, les jeunes, on ne voit pas toujours, les jeunes on ne confie pas toujours certains postes de responsabilité aux jeunes. Est-ce parce qu'ils affichent un manque de rectitude morale ou est-ce que le gouvernement n'a pas confiance en sa jeunesse? Non, c'est justement parce que le gouvernement est conscient du fait qu'elle n'a formé personne. Qu'il n'a formé personne autant pour moi. Et quand on n'a pas formé quelqu'un à un poste de responsabilité, on ne peut pas se lever un matin et lui dire, ben voilà, viens gérer. Bon, par contre, moi je pense que au village, on nous apprenait à arracher de ses parents sa liberté. Donc, je pense que ces postes, en principe, ne devront pas être donnés. Ces postes doivent être arrachés. Arrachés, pas par la barbarie, mais par l'action, par le débat et intelligemment. L'entrepreneuriat, je reviendrai ici à dire que quand j'insiste sur le fait que le parent doit faire son travail, généralement, je n'aime pas prendre des exemples sur moi. Je dis souvent aux copains quand nous discutons ensemble que prendre l'exemple sur moi, c'est un très mauvais exemple. Pourquoi? J'ai bénéficié de tout, personnellement. J'ai bénéficié de l'encadrement de mes parents, du gouvernement, parce que quand tu as eu la chance, à l'âge de 14 ans ou 15 ans, de côtoyer un monsieur comme le feu lui Bapès de près, c'était toute une bibliothèque. Si tu sors de là, tu échoues. Ça veut dire que tu étais né pour échouer. À l'époque, si vous vous souvenez très bien, l'entreprise Kamlé avait sorti des yaourts Milko. Ma maman vivait à Boumiebel. C'était encore un tout petit carrefour. Et de là, ma maman prenait des yaourts Milko à Kamlé à 90 francs. Ma grande soeur, ma feu grande soeur et moi, nous les revendions à 125. Donc il y avait 35 francs de bénéfices. Dans les 35 francs de bénéfices, ma maman avait 20 francs, nous on avait 15 francs. Donc en principe, quand tu voulais t'habiller, quand tu voulais avoir l'argent de baigner, quand tu voulais avoir quelque chose de propre à toi, tu n'avais qu'à vendre le maximum de yaourts possible. Parce qu'en fait, tout dépendait de tes 15 francs. Donc, maman nous a fabriqués entrepreneurs à 7 ans. Alors, je ne dis pas que tous les parents aujourd'hui devraient passer par là, mais oui, ils peuvent. Mais cela dépend aussi de la moralité des enfants et du profil de l'enfant qu'on a. Ce n'est pas à n'importe quel enfant qu'on donne un plateau. J'insiste en vous disant que l'enfant apprend par le geste, pas parce que l'on dit. Si vous êtes enseignante, vous entrez dans une salle de classe et dites à vos élèves, voilà, on s'en fout de vous. Ils vont s'en foutre de vous. Donc, le parent devrait comprendre que son geste à côté de son enfant est ce qui compte. Et si c'est ce qui compte, cela se justifie. Moi, ma maman vendait la nourriture. Donc, quand la maman commence à vendre, à prendre les yaourts pour vendre, je lui dis, mais attends, moi aussi, je peux tenir, je peux vendre. Et voilà comment je me suis retrouvé en train de vendre les yaourts à cet âge-là. Et rassurez-vous, j'en faisais bien. Et j'ai tellement grandi avec au point aujourd'hui, moi je me pose souvent la question quand je reste seul. Le gouvernement peut-il réellement m'employer? Et je pense que si chaque jeune à 15 ans se pose cette question, non, aucun enfant n'ira à l'école avec en tête que voilà, je deviendrai cadre ou sous-préfet ou préfet, non? Monsieur Niam, nous allons marquer un arrêt pour parler d'autre chose. C'est le moment de notre rubrique mots d'enfant et gros plan ce soir sur les convulsions chez l'enfant avec la pédiatre Sandrine Mendouka rencontrée avec le concours de Hervé Nguetti. La convulsion ou les convulsions, ce sont des décharges électriques anormales, non régulées, des cellules nerveuses dans le cerveau ou une partie du cerveau. En fait, ces décharges entraînent quoi? Ça entraîne des secousses musculaires violentes avec perte de contact du patient, souvent des révulsions oculaires de tout ou une partie du corps humain d'un enfant
qui est en train de faire ce qu'on appelle donc une convulsion. On a plusieurs causes de convulsion. Les plus courantes, toujours, on peut avoir une convulsion chez un nouveau-né qui a souffert à l'accouchement, ce qu'on appelle un nouveau-né qui a fait une souffrance fœtale aiguë, ou alors quand il est déjà né, une asphyxie néonatale qui peut entraîner des convulsions chez le nouveau-né. On peut avoir des convulsions au cours d'un épisode fébrile, nous appelons ça les convulsions fébriles, qui sont plus courantes chez les enfants de 6 mois à 5 ans. On peut avoir des convulsions après un traumatisme de la tête, après un accident de moto, après une chute brutale, après un enfant qui est battu, parce qu'on a des cas de maltraitance chez les enfants. On peut avoir des convulsions. On peut avoir des convulsions après une intoxication. On peut aussi avoir convulsions après une infection du système nerveux central, notamment les méningites. Après une méningite, on peut avoir alors un paludisme grave, un paludisme cérébral. On peut aussi avoir une convulsion dans le cadre d'une maladie qu'on appelle l'épilepsie. C'est-à-dire un enfant épileptique qui va nous faire une convulsion. Mais toute convulsion n'est pas une épilepsie, parce que généralement quand un enfant tombe au quartier, il se met à s'agiter, à faire une crise, on dit seulement qu'il est épileptique. Non, toute convulsion n'est pas une épilepsie, mais un enfant épileptique peut faire des convulsions, c'est-à-dire des secousses musculaires incontrôlées avec perte de conscience. C'est vrai que dans certains cas, on a ce qu'on appelle un aura. Par exemple, chez un enfant épileptique, il peut d'abord émettre un son ou bien avoir comme des hallucinations et ensuite il fait sa crise. Mais en général, chez les nourrissons, les enfants qui ne sont pas vraiment épileptiques, c'est un enfant qui subitement a une rupture de contact avec son entourage ou avec son parent. S'il était debout, il fait une chute. S'il était couché, il reste couché, mais il se met à trembler tout le corps. Soit tout le corps, soit la moitié du corps. Donc là, on a des mouvements de va-et-vient, on peut dire flexion, extension des membres supérieurs et inférieurs. Ou alors d'une seule partie d'un membre, soit juste le haut, soit juste le bas, soit toute une moitié droite ou gauche du corps. On peut aussi avoir comme autre signe les yeux qui regardent en l'air. On appelle ça la révulsion oculaire. Les mamans disent bien que les yeux étaient figés, avaient un regard figé. En même temps, l'enfant qui convulse peut avoir une hypersalivation, c'est-à-dire que la salive coule. Il peut aussi avoir ce qu'on appelle un relâchement sphinctérien. Ça veut dire que l'enfant urine et fait les selles sur lui-même. Et pendant tout ce temps, si vous l'appelez, il ne vous répond pas. Tout ce qu'il faut faire devant un enfant qui a été convulsé, à la maison, il faudrait le mettre de côté si possible. Généralement, c'est après la crise, parce que pendant la crise, il bouge beaucoup. Donc, si on peut le mettre de côté, on le met de côté, donc en position de côté ou latérale de sécurité, pour aussi c'est quelqu'un, un parent averti qui s'y connaît. On doit éviter de mettre quelque chose dans la bouche. Donc, cette idée de la langue qui peut être avalée, en fait, c'est une idée erronée. Il n'y a aucune langue qui sera avalée. Au contraire, il faut éviter, parce que lorsqu'on met la cuillère et tout ça, ça peut encore lui faire mal, des traumatismes dans la tête. Donc, il faut mettre l'enfant de côté, il faut éviter de lui mettre quelque chose dans la bouche, il faut éviter de faire encore des gestes, tourner la tête en l'air, en bas, mettre dans le cabinet. Non, on peut encore intoxiquer l'enfant pour rien. Il faut aussi dégager les objets dangereux autour de l'enfant. Par exemple, s'il est à côté d'un escalier, s'il y a de l'eau chaude, s'il y a un caillou, s'il peut tomber, il faut essayer de le mettre en sécurité, essayer de le déshabiller si possible, parce que l'enfant peut respirer mal. La convulsion, c'est quelque chose de très spectaculaire, de très très angoissant pour les parents. Mais il faudrait que les parents essayent de garder le calme. Maintenant, pour le traitement, lorsque c'est un enfant qui est connu épileptique, qui fait souvent des crises, les parents ont déjà, le médecin qui suit le parent est censé un peu expliquer aux parents, peut-être je veux dire après, comment agir en cas de convulsion à la maison avant de l'amener à l'hôpital. En général, les convulsions que nous avons en pédiatrie, c'est un cas qui n'est pas épileptique, et des convulsions qui ne durent pas souvent plus de 5 minutes. Ça veut dire qu'à la maison, le temps que l'enfant convulse, le parent fait seulement tout pour l'amener à l'hôpital. Je vais décrire ça dans la prévention des complications. Il fait tout pour l'amener à l'hôpital. Et maintenant, à l'hôpital, on donne des anticonvulsivants. Parce qu'il faut arrêter la crise. Donc, il n'y a pas quelque chose de miraculeux qu'on va faire à la maison pour arrêter la crise. Généralement, la crise s'arrête d'elle-même. Elle peut durer quelques secondes à 5 minutes, 10 minutes. Mais généralement, elle peut s'arrêter d'elle-même, sauf si le cas est déjà très grave.
la crise s'arrête d'elle-même. Mais à l'hôpital, quand un enfant vient, il est anticonvulsif, on donne ce qu'on appelle des anticonvulsivants. Voilà. Maintenant, dépendant de la cause de la convulsion, on peut associer un traitement anti-méningite, donc anti-infectieux, anti-paludéen. Si c'est l'enfant qui a un manque de sucre, une hypoglycémie, on peut lui administrer du sucre. Mais là, c'est des traitements un peu adjuvants de la crise. Mais la crise elle-même doit s'arrêter avec les anticonvulsivants. Et prévenir tout ce qui peut causer la convulsion. Par exemple, si c'est un enfant qui est connu d'avoir des crises convulsives pendant la fièvre, dès que l'enfant commence à ne pas se sentir bien à la maison, il faut déjà prendre la température. Dès que la température est déjà élevée, à partir de 37,5, quand c'est un enfant connu, il faut déjà appliquer les mesures pour qu'il ne chauffe pas plus que ça. Par exemple, déshabiller, donner déjà un bain d'eau tiède. S'il dépasse déjà 37,5, 38, il faut déjà donner du paracétamol, sirop à l'enfant. Et apprêter déjà son Valium, parce que à la maison, les parents dont les enfants ont les convulsions fébriles, on leur apprend à utiliser le Valium intrarectal. Le Valium, c'est le médicament qu'on utilise généralement pour arrêter la crise convulsive. Voilà. C'était notre rubrique Mots d'enfants avec la pédiatre Mendouga. Place à présent au cri de cœur. Cette semaine, c'est un parent désemparé qui nous a écrit. Je vais tout de suite vous lire sa correspondance. Bonsoir SOS Parents, c'est un véritable cri de cœur que je pousse ici. Je suis totalement désespérée par l'attitude de mon fils de 20 ans. Il nous fait voir de toutes les couleurs depuis l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, je suis à bout et son père aussi. Mon fils a eu le bac l'année dernière au bout de 2 tentatives. Alors qu'il avait toujours été très bon élève, il ne foutait plus rien depuis la classe de seconde. Et surtout, séchait régulièrement les cours. Après investigation, nous avons découvert qu'il traînait avec une bande de délinquants ayant mauvaise presse au lycée. J'ai tout fait pour couper le lien avec ses amis, pour que mon fils ne glisse pas de peur que mon fils ne glisse sur une mauvaise pente, mais en vain. Quand il a eu le bac, cela a été un véritable soulagement. Nous avons décidé de l'installer dans une cité proche de l'université afin qu'il se concentre sur ses études. Je voulais aussi le tenir loin de ses amis. Au bout de quelques mois, il voulait revenir, non pas parce que ses notes étaient mauvaises, bien au contraire, il ne supportait plus la vie là-bas. Nous avons donc préféré le faire revenir. Depuis, je ne le reconnais plus. Il se réveille à 14 heures, ne participe à aucune activité familiale. Ma fille m'a dit l'avoir vu traîner avec ses potes du lycée. Je croyais pourtant avoir mis fin à ses fréquentations. Il est de très mauvaise humeur. Je n'arrive pas à avoir une discussion avec lui. Il se débrouille pour être absent quand on rentre. Ne mange jamais avec nous. Je ne sais plus quelle attitude adopter face à son égocentrisme et son irrespect. Aidez-moi à reprendre le contrôle. J'ai peur qu'il gâche son avenir. J'ai le sentiment que ce changement a un lien avec ses fréquentations. Madame Efouba, doit-on mettre le comportement de cet enfant au compte de ses nouveaux amis? Je dirais oui, parce que les pères ont une très grande influence sur l'individu, surtout à partir de quand l'enfant atteint l'âge de la puberté. Il fuit la famille, il fuit le cocon familial, il veut rejoindre un nouveau groupe, il veut se créer une nouvelle société qui Madame est Ifra, là, c'est un enfant de 20 ans quand même. C'est un ouais. jeune homme. Il a commencé bien avant. Je crois que les investigations de ses parents n'ont pas été très profondes parce qu'il faudrait que ses parents cherchent à savoir ce qui l'amène, ce qui l'attire dans ce groupe. Ce groupe est constitué en fait de quoi? Qu'est-ce que ce groupe-là a comme activité qui captive l'enfant? Parce que il est très important de savoir que chaque enfant est unique. Je peux avoir 5, 10 enfants, mais chacun a sa personnalité. Donc, que ces parents-là cherchent à connaître qui est leur enfant. Et ils peuvent demander de l'aide s'ils en ont besoin. Une aide psychologique d'un psychologue ou d'un psychiatre. Ça dépend
Déjà, est-ce qu'il faut lui interdire de fréquenter ses amis? Lui interdire, est-ce que c'est la bonne méthode? À 20 ans, on ne peut plus. À 20 ans, on ne peut plus interdire parce que l'enfant entre dans la phase d'autodétermination. Il n'est plus là pour marcher selon la volonté du parent. Il ne regarde plus la volonté du parent, il regarde son avenir, il veut s'autodéterminer, il veut montrer à la société qu'il peut agir de lui-même. Et là, marquer une opposition face à ce qu'il veut faire, c'est l'emmener encore à intégrer beaucoup plus à cette bande-là. Donc moi, comme solution, je proposerais, en dehors de la recherche d'une aide psychologique, que ses parents cherchent à l'occuper. Parce qu'il y a aussi un problème que j'ai eu à noter dans le discours. Il est oisif. Quand je ne fais rien, quand je n'ai pas une activité qui m'occupe et qui vraiment m'époumonne, je vais rechercher une bande qui traîne n'importe où. Monsieur Nyem, vous avez suivi le cri de cœur de cette dame. Quelle attitude doit-elle adopter avec son fils? Quelle attitude doit-elle adopter avec son fils? Je pense que à ce niveau, le problème n'est plus à son niveau. Comme madame venait de le dire, qu'elle trouve un moyen de faire assister son enfant, soit par un coach, soit par un psychologue, bref, ou alors, si elle connaît ses amis, elle peut passer par ses amis pour parler à son enfant. Parce que c'est peut-être le moment de rappeler aux parents que de la naissance à l'âge de 11 ans, vous êtes parent, donc le maître de votre enfant. À partir de 11 ans, l'enfant doit devenir votre ami. Ce n'est plus votre enfant. Hein? C'est votre ami. Traitez-le comme un ami et non son enfant. Pourquoi? Parce que quand il est séduit ailleurs, il épouse le milieu où il est séduit. Par contre, si vous lui avez offert votre amitié, si vous lui avez donné votre amitié, s'il avait été votre ami, il ne serait jamais arrivé là. En fait, il ne se laisserait pas être emporté par des copains. C'est peut-être le moment ici de rappeler que, madame, quand nous créons tout ce que nous créons aujourd'hui, c'est en principe pour pallier à ce genre de situation. Parce qu'en fait, jusqu'ici, les enfants vont à l'école. Mais est-ce que le simple fait d'aller à l'école seul suffit pour un enfant? Ma foi, non. Il faut que les parents comprennent tout ce qui est autour de l'école. En exemple, l'assistance psychologique des adolescents, très capital et super important. Et ça, c'est ce que nous apportons aujourd'hui comme valeur ajoutée dans le cadre du programme que nous avons créé. Donc, cette assistance psychologique qui, dès le bas âge, permet à l'enfant de donner des solutions par lui-même, finira par lui laisser des bons comportements de par son propre comportement. Mais monsieur Nyam, vous dites qu'il faut être complice avec son enfant, il faut faire de son enfant son ami. On l'entend ainsi, mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour faire de son enfant son ami? Pour créer cette complicité? Oh, c'est trop simple. Il faut l'écouter. Dès la naissance, observez quelque chose. Quand l'enfant est né, vous le portez, vous le portez, vous le portez. Dès qu'il peut déjà s'asseoir seul, à des moments, il a besoin de rester assis, il n'a pas besoin que vous soyez là. Dès qu'il peut déjà ramper, observez quelque chose. Il vient vers vous parce qu'il a faim. Dès qu'il mange, il se pose au sol, il est parti. C'est ainsi qu'il grandit. Alors, écoutez l'enfant. Qu'il ait 2 ans, 3 ans. Laissez-le comprendre que son opinion compte. Même si à la fin, regardez un peu comment le président Paul Biya gère. Nous sommes consultés chaque jour. Mais à la fin, il y a une décision qui est prise. Que tu te ressentes dedans ou pas, dans tous les cas, tu as été consulté. C'est un peu ça. Donc, faisons de nos enfants, nos amis. Comment y arriver? Allons ensemble
causons, vous voulez acheter un téléphone, apportez même un faux débat. Je vais acheter un téléphone, je suis confus entre un téléphone Samsung et un téléphone Techno. Sans publicité, bien sûr, monsieur. Bon, sans publicité, bien sûr. Alors, l'homme vous dit que, mais attends papa, le téléphone tel que vous voyez là, on dit souvent que ça a 150 gigas, il a participé. Quand vous êtes revenu avec un téléphone neuf, il a le besoin de voir, il est content, il sait qu'il a participé. Donc, c'est très facile de faire de son enfant son complice. Il ne faut pas être absent, il faut lui donner de l'affection. Ne le laisse pas croire que tout va bien. Quand ça ne va pas, mais de l'autre côté encore, c'est-à-dire thèse, antithèse, et puis vous trouvez une synthèse ensemble, c'est-à-dire vous causez, et à la fin vous êtes ensemble, voilà. Et c'est sur ce, monsieur Niam, que nous allons refermer cette édition. Merci encore d'être passé sur notre plateau ce soir, à monsieur Niam. C'est plutôt moi qui vous remercie. C'est toujours une très bonne occasion que vous nous offrez déjà de parler de l'enfant. Je vous ai dit, c'est le meilleur cadeau que j'ai pu avoir jusqu'ici. Je vous le disais au départ du programme que je venais de découvrir que Jean-Michel Cancan de Regretter Mémoire était un enseignant de français. Alors vous voyez que quelqu'un comme celui-là était arrivé jusqu'à ce niveau sans découvrir son chemin. Et quand il avait découvert son chemin, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait démissionné. Imaginez un peu qu'il aurait démissionné quand il était étudiant. Madame, si ça peut répondre à votre question, essayez de comprendre votre enfant. Certainement qu'il est en train de chercher son chemin. Son chemin, ce n'est pas là-bas où vous êtes en train de penser. Son chemin est ailleurs. Cherchez à l'accompagner là-dessus. Madame Romaine Bissen Efouda, merci d'être passée sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes conseiller d'orientation, psychologue du développement et consultante en éducation spécialisée. Madame, monsieur, au nom de la grande équipe qui s'est mobilisée, on avait Georgette Jimdo à la réalisation, Nicolas Olomo Tcha à la console audio, Stéphane Tchéchoa, il était à la caméra, Cyril Nanchon, il a assuré la post-production de tous les éléments diffusés dans ce numéro. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Comme le dit l'adage, qui tient la jeunesse tient l'avenir. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, c'est prêt à Dieu.